Radio J. Radio J. Radio J. Steve Nadjar. Anne de Tinguy, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure des universités émérite à l'INALCO, chercheuse au Centre de recherche international de Sciences Po. Vous êtes à ce titre l'une des grandes spécialistes de la Russie et vous signez en cette rentrée aux éditions Perrin une étude sur le rapport au monde de la puissance soviétique puis russe. Le géant empêtré, c'est le titre de l'ouvrage, sous-titré La Russie et le monde, de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. Anne de Tinguy, peut-on comprendre la Russie, peut-on comprendre les Russes sans examiner au plus près leurs relations au monde extérieur? Je dirais spontanément que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que, pour différentes raisons, à dire vrai, je pense que c'est vrai pour un peu tous les pays, mais c'est peut-être particulièrement vrai pour la Russie dans la mesure où la Russie a pratiquement de tout temps un projet de puissance qui est un projet de puissance à l'international. Elle se définit comme une grande puissance, elle veut s'imposer dans le monde comme un des grands de la planète, et ça prend le pas, et justement ça c'est un problème majeur pour l'avenir de la Russie, ça prend le pas sur le développement interne de la Russie. La priorité pour la Russie de M. Poutine, mais en réalité c'est comme ça depuis très longtemps, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que du temps de Gorbatchev, du temps de Yeltsin, les choses ont été différentes. Mais malgré tout, la priorité en ce moment, ça n'est pas le développement interne, c'est la puissance à l'international. Donc le rapport au monde est extrêmement important pour la Russie, pour l'avenir de la Russie, je dirais même pour l'identité russe. Vladimir Poutine restera-t-il dans l'histoire, écrivez-vous Anne de Tinguy en ouverture de ce livre, comme l'homme qui a rendu à la Russie sa grandeur en la remettant au centre du jeu international, ou comme celui qui a précipité son déclin en l'engageant dans une guerre insensée d'une extrême violence contre un pays qui ne la menaçait pas? La date du 24 février 2022, donc correspondante à l'invasion de l'Ukraine, aura-t-elle selon vous une importance presque similaire dans la longue histoire de la Russie à celle de la dislocation de l'URSS le 26 décembre 1991? Oui, je n'hésiterai pas à faire la comparaison parce que indéniablement, le 24 février a été un tournant dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire du pouvoir de M. Poutine. C'est une décision qui est insensée, invraisemblable, tragique. Enfin, je n'ai pas de mots assez durs pour qualifier cette décision et qui va à l'encontre des intérêts de la Russie. En fait, ce que sera la Russie de demain, nous n'en savons rien. Mais en tout cas, ça ne va pas être une Russie qui va sortir grandie de ce conflit pour des raisons qui ne sont pas seulement des raisons militaires. C'est une Russie qui va sortir, j'en suis absolument convaincue, très affaiblie. Même en cas de victoire militaire sur le terrain ? Alors, la victoire militaire sur le terrain, pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, ce qu'on voit, ce sont plutôt des revers. Et donc, la victoire de l'Ukraine, pour le moment, n'apparaît plus à exclure. On pensait qu'elle serait, sinon impossible, du moins très difficile. Aujourd'hui, on n'en sait rien, on est dans le flou. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Oui, je pense que la Russie va être profondément déstabilisée. Je donnerai juste quelques exemples. Oui. Par exemple, la Russie devra faire face à ces massacres qu'elle a organisés, non seulement sur les militaires, mais sur les infrastructures et surtout sur les civils. Elle va devoir répondre de ces crimes. Et donc, même si, imaginons une victoire militaire, il faudra quand même qu'elle réponde de ces crimes. Et devant la justice internationale, notamment. Oui, c'est évidemment ce qui est souhaitable si cela est possible. En principe, c'est possible. Dans la réalité, je ne suis pas à même de véritablement répondre, mais c'est ce qui est évidemment souhaitable. Et d'autre part, un autre exemple, c'est que cette guerre a déjà des conséquences internationales qui sont absolument considérables, notamment le découplage avec l'Europe, c'est vraiment une catastrophe pour la Russie. Il y a maintenant une rupture. Alors, depuis longtemps, les relations ont été très compliquées. La Russie, M. Poutine est engagé dans un
dans un anti-occidentalisme depuis très longtemps, depuis presque 20 ans. Il a finalement, on observait une spirale, un engrenage qui a conduit à une très forte détérioration des relations avec le monde occidental. Mais depuis le 24 février, c'est la rupture, c'est le découplage dans le domaine politique, économique, culturel, etc. Et donc, la Russie, j'en suis convaincue, est un pays européen, malgré son rapprochement avec la Chine. Oui. Et donc, ce l'heure. découplage pour l'avenir de la Russie, c'est vraiment un problème qu'elle aura du mal à surmonter. Vladimir Poutine décrivait en 2005 la chute de l'Union soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier. Est-ce à dire, Anne de Tinguy, que l'idée d'une recomposition de l'Empire était déjà en germe il y a presque déjà 20 ans dans la tête du président russe ? Alors, recomposition d'un empire, en réalité, c'est pas exactement ça, à mon avis. Je ne crois pas qu'il veuille réellement reconstituer ce qu'était l'Union des républiques soviétiques. D'abord parce qu'il ne croit évidemment pas au communisme, et donc il y a un fondement idéologique qui est différent. Mais par contre, il a une vision de l'espace post-soviétique ou d'une partie de l'espace post-soviétique qui est clairement néo-impériale. Et notamment, ça s'adapte à l'Ukraine. Vladimir Poutine n'a jamais accepté la pleine indépendance de l'Ukraine. Je dirais que le problème est même plus grave que M. Poutine, parce que pour la majorité des Russes, l'indépendance de l'Ukraine, en fait, c'est un contresens historique. Beaucoup d'entre eux sont longtemps restés persuadés. Est-ce qu'il faut parler au passé maintenant ? Espérons. Mais enfin, jusqu'à maintenant, beaucoup de Russes étaient absolument persuadés que l'Ukraine continuait à appartenir à la Russie comme du temps de l'Empire russe. Mais M. Poutine a été beaucoup plus loin, puisque lui, il nie l'existence de la nation ukrainienne, de l'État ukrainien, et il a dit explicitement à des maintes reprises que l'Ukraine ne pouvait pas avoir de souveraineté en dehors d'un partenariat avec la Russie, ce qui revient à nier l'État ukrainien. Anne de Tinguy, certaines voix avant la guerre en particulier estimaient que l'Occident avait contribué à affaiblir la Russie depuis 1991, à accélérer son déclassement à l'international. Quel est le poids de cette représentation géopolitique en Russie notamment et en particulier parmi les décideurs russes ? Alors, je dirais, il y a beaucoup de choses à dire sur votre question. En fait, c'est une question qui est très, très riche. Les responsabilités de l'Occident, est-ce qu'elles sont véritablement importantes ? Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'elles ne sont pas les plus importantes. En réalité, la Russie n'a jamais véritablement réussi à retrouver les repères qu'elle a perdus au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais rappelons quelque chose de tout à fait fondamental. En 1991, la Russie a perdu tous ses repères politiques, économiques, idéologiques, internationaux, tous. Et donc, c'était un bouleversement absolument total. Et donc, on a beaucoup critiqué Gorbatchev, on a beaucoup critiqué Yeltsin. Mais qui aurait fait mieux qu'eux ? Je veux dire, le travail était tellement titanesque qu'il était inévitable que les choses se passent de façon extrêmement difficile. Alors, les pays occidentaux, dans les évolutions qui ont été très complexes depuis 30 ans, ont certainement fait des erreurs. Mais on a beaucoup dit, il y a une thèse qui a beaucoup circulé et que les Russes ont tout fait pour encourager, que les Occidentaux avaient humilié la Russie en la traitant... Alors, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que les pays occidentaux ont beaucoup fait pour aider la Russie. Alors, ils auraient probablement pu faire davantage, mais ils ont déjà beaucoup d'humilier la Russie. Non, moi, je ne l'ai jamais ressenti de cette façon-là.
Alors en France, nous avons un président comme le président Chirac qui était un fidèle soutien d'une autre Russie, d'une nouvelle Russie. Et donc le chancelier Kohl était sur la même ligne que le président Chirac. Et donc il y a de nombreuses responsabilités occidentales qui ont essayé, autant qu'ils l'ont pu, d'aider la Russie. Encore une fois, ils auraient peut-être pu aller plus loin. Mais aider la Russie, c'était aussi aider un immense pays, n'oublions pas la géographie, qui était dans un état terrible, qui était un État totalement corrompu, qui continue d'ailleurs à être un État totalement corrompu. Et donc, rien n'était facile, ni pour les Russes, mais pas non plus pour les Occidentaux. La Russie est à la fois forte et faible, écrivez-vous, Anne de Tinguy, un paradoxe qui est au cœur du rapport au monde des Russes. Quels sont aujourd'hui ces facteurs, les facteurs de puissance de la Russie dans un monde qui est de plus en plus multipolaire? Je pense en particulier aux facteurs militaires, avec la profonde réforme que vous avez évoquée longuement dans un chapitre dans votre livre, la réforme de l'appareil militaire engagé par Vladimir Poutine en 2008 après l'intervention en Géorgie. Alors, encore une fois, vous posez des questions très riches, il y a beaucoup de choses à vous répondre. Le premier point qu'il faut souligner est que la Russie est ce que l'historien et l'économiste Georges Sokolov a appelé une puissance pauvre. C'est-à-dire qu'indéniablement, la Russie est un acteur qui compte dans la vie internationale, un acteur qui compte sur le plan diplomatique. Rappelons elle détient un des 5 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est tout un symbole et qui, d'autre part, lui permet de faire beaucoup de choses. Elle est une puissance militaire, mais je vais tout de suite relativiser ce terme de puissance militaire. Elle détient l'arme nucléaire et a toujours, avec les États-Unis, le potentiel nucléaire le plus important du monde. Elle est riche en ressources naturelles, elle a un immense territoire. Bref, pour de multiples raisons, et puis dans le domaine culturel, elle exerce aussi une attraction qui a été très forte et qui le reste. Elle est indéniablement un acteur qui compte sur la vie internationale. En même temps, elle a des faiblesses qui sont très importantes et qu'elle n'arrive pas à surmonter, et en réalité qu'elle ne cherche pas véritablement à surmonter. Là, je fais en particulier allusion à l'économie. La Russie a une économie de rente, elle se contente d'engranger les richesses de la vente et de l'exportation de son pétrole et de son gaz, mais elle a une économie qui n'est pas du tout une économie moderne. Et la guerre en Ukraine montre bien qu'il va à l'encontre des intérêts de la Russie dans le domaine économique. Ça coûte cher une guerre, même sans les sanctions occidentales, une guerre ça coûte toujours très cher. Et donc dans ce domaine-là, la Russie est dans une situation qui est une situation critique. Alors maintenant, il y a la question de la puissance militaire, parce que le regard porté par les Russes sur l'outil militaire a beaucoup évolué depuis Gorbatchev. Gorbatchev a compris que ce qui faisait la puissance de l'Union soviétique, la puissance militaire, l'outil militaire, était en fait un désastre pour l'Union soviétique, et donc il a cherché à ramener cette puissance militaire à des proportions beaucoup plus acceptables. Il a démilitarisé, il a réduit le potentiel nucléaire, il a fait beaucoup de choses. Et d'autre part, la fin de la guerre froide, qu'il a beaucoup encouragé, dont il est l'un des auteurs, a aidé à pousser les États à rechercher la paix et non plus la guerre, même si elle était froide. Qu'est-ce que la guerre en cours dit de l'état de la puissance militaire russe ? Alors, ça c'est vraiment intéressant, parce que depuis la guerre en Géorgie, vous avez eu raison de la citer, c'est le moment où la Russie a subi des déboires militaires très sérieux dans cette petite Géorgie, ce qui a convaincu le pouvoir d'engager une réforme militaire. Et cette réforme militaire, elle a été tout à fait réelle. Monsieur Poutine, pour le coup, ça a été une priorité de Monsieur Poutine. Il a engagé des moyens budgétaires très importants et une réforme à la fois de la structure de l'armée et une modernisation des matériels militaires
militaire a été engagée. En Ukraine, ce qu'on s'aperçoit, on le savait déjà, mais pas à ce point-là. On s'est aperçu que, eh bien, finalement, cette réforme était loin d'avoir porté tous les fruits qu'elle était censée apporter aux forces armées russes. Les forces armées russes apparaissent en réalité faibles en Ukraine pour différentes raisons. D'abord à cause de la faiblesse de la ressource humaine. Les forces armées russes ne sont pas assez nombreuses et pour qu'elles soient plus nombreuses, il faudrait que M. Poutine change de stratégie, qu'il déclare la guerre à l'Ukraine, qu'il engage une mobilisation, ce qu'il ne veut pas faire. Très impopulaire. Ce qui serait très impopulaire et pour le moment ici est toujours refusé. Mais alors on voit que finalement il a une politique de recrutement qui est hétéroclite. Il demande aux grandes entreprises, il demande aux prisons, il demande aux régions de pousser, d'enrôler des hommes. Et cette politique de recrutement aboutit à finalement des soldats qui sont peu motivés, qui sont peu professionnels. Et nous le voyons, nous l'avons vu ces derniers jours, qui sont capables d'opérer des fuites et une véritable débandade, laissant sur le terrain des matériels en quantité importante. Donc clairement, il y a là un vrai sujet que nous allons étudier encore plus que nous ne le faisions jusqu'à maintenant. Anne de Tinguy, l'affirmation de la puissance russe, véritable obsession, dites-vous, idée fixe de Vladimir Poutine, a notamment eu pour théâtre depuis une dizaine d'années le Moyen-Orient. Je pense aux négociations sur le programme nucléaire iranien, mais aussi et surtout peut-être à la Syrie avec le soutien massif au régime de Bachar el-Assad. Quel est le bilan de cette action russe dans la région ? Eh bien, vous avez tout à fait raison de parler de la Syrie parce que la Syrie a d'énormes conséquences. D'abord, c'est une tragédie terrible sur le plan humain. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut reconnaître que l'opération militaire qui a été lancée en 2015 par la Russie en Syrie a contribué à changer l'image de la Russie au Moyen-Orient et à conforter les positions de la Russie au Moyen-Orient à un moment où les États-Unis se retirer très largement de la région. Et il y a un autre point qui rejoint celui que nous évoquions il y a un instant, c'est la puissance militaire de la Russie. En fait, l'opération militaire en Syrie a été une opération militaire qui, du point de vue de la Russie et de la Syrie, a été réussie. C'est-à-dire que, reconnaissons, soulignons, il faut le rappeler, que c'est grâce à cette intervention militaire qui a été meurtrière, rappelons-le aussi, que Bachar el-Assad a réussi à garder le pouvoir et à retrouver le contrôle d'une grande partie de son territoire. Avec un soutien aérien russe et un soutien au sol des Iraniens et des milices pro-chiites. Voilà, mais à ce moment-là, cette opération réussie sur le plan militaire, une tragédie sur le plan humain, mais réussie sur le plan militaire, a conduit beaucoup d'observateurs à dire, et d'abord des Russes, à dire, regardez, la Russie a retrouvé sa puissance militaire. Alors, et puis d'autre part, je reviens un peu plus loin, mais rappelons aussi que les relations avec Israël, c'était depuis l'effondrement de l'Union soviétique, beaucoup avaient été renouées, puisqu'il n'y en avait pas du temps de relations diplomatiques, il n'y en avait pas du temps de l'Union soviétique. Et donc, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les relations avec Israël, grâce en particulier à cette formidable vague d'émigration de Russes, Ukrainiens et autres ex-soviétiques en Israël, qui a en quelque sorte modifié l'image d'Israël et même peut-être l'identité d'Israël. Alors, si on devait faire le bilan des positions russes aujourd'hui en Moyen-Orient, je dirais que la Russie a indéniablement des points forts. Les points forts de son point de vue et des points de vue des pays de la région, c'est indéniablement la Syrie, l'Iran.
on voit le partenariat entre la Russie et l'Iran. Avec la livraison de centaines de drones iraniens à la Russie. Voilà, exactement. Mais d'autre part, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis que le président Biden est arrivé au pouvoir, a été élu aux États-Unis, les États-Unis mènent une autre politique au Moyen-Orient et donc, en fait, pour les pays de la région, les États-Unis restent un grand partenaire. Quel impact cette guerre en Ukraine a-t-elle sur les relations entre Israël et la Russie ? J'ai évoqué cette question de la vente des drones. On a annoncé aussi il y a quelques semaines le retrait d'une batterie de défense aérienne S-300 en Syrie pour être redéployée par les Russes en Ukraine. Qu'est-ce que cette guerre change de la relation parfois un peu ambivalente entre Israël et la Russie ? Alors, ça n'est pas une question que j'ai travaillée récemment. Ce qu'il me semble, c'est que dans cette région du Moyen-Orient comme ailleurs, les relations, la place de la Russie va être très bouleversée. Dans quel sens, en réalité, ça va probablement dépendre de l'issue militaire du conflit et aussi des décisions qui seront prises pour l'après-conflit. Encore une fois, ce que sera la Russie au lendemain du conflit avec l'Ukraine, au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien. Et la Russie, j'en suis convaincue, je l'ai dit tout à l'heure, sortira de ce conflit très affaibli. Ça va impacter toutes ses relations internationales, y compris au Moyen-Orient. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est à Kiev aujourd'hui. C'est sa 3e visite en Ukraine depuis le début de la guerre. Elle doit y évoquer les projets d'intégration du pays à l'Union européenne. Et je voudrais qu'on écoute ensemble Anne de Tinguy, ce qu'a dit justement hier Ursula von der Leyen, arborant les couleurs de l'Ukraine devant le Parlement de Strasbourg. Elle s'exprimait dans le cadre du discours annuel de l'Union. Il ne s'agit pas juste d'une guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit également d'une guerre de l'énergie, une guerre de l'économie, une guerre contre nos valeurs. C'est une guerre contre notre avenir. Il s'agit d'autocratie contre la démocratie. Et je suis ici convaincue qu'avec le courage nécessaire et avec la solidarité nécessaire, Poutine échouera et l'Ukraine et l'Europe vont l'emporter. Ursula von der Leyen hier, à travers l'Ukraine, Anne de Tinguy, la Russie est-elle en guerre contre l'Europe ? Non, la Russie n'est pas en guerre, l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie, ça c'est tout à fait clair, malgré l'aide militaire qu'elle apporte à l'Ukraine. Il y a beaucoup de choses dans la déclaration de Mme von der Leyen qui, vous avez raison de le souligner, va pour la 3e fois à Kiev et a été un des acteurs les plus actifs dans le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine dans tous les domaines. Le premier point qu'elle souligne et qui est très important, c'est qu'on n'a pas seulement une guerre militaire. Et quand on réfléchit à la puissance militaire de la Russie, en fait, il faut aussi rappeler que la Russie mène une guerre qui n'est pas seulement militaire, mais qui est aussi économique, informationnelle, politique, et qui est une guerre contre les valeurs européennes. Et donc ça, c'est très important, parce que elle peut avoir des défaillances dans le domaine militaire et en même temps, dans le domaine économique, affaiblir tellement l'Ukraine que sa reconstruction va être difficile. Et d'autre part, elle porte des coûts à l'économie européenne, notamment dans le domaine de l'énergie. Oui. On en parle tous les jours. Donc ça, c'est extrêmement important et ça contribue à cette guerre économique. Donc en principe, nous ne sommes pas en guerre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce que tout cela montre, c'est que la rupture que je soulignais tout à l'heure entre l'Europe et la Russie est une rupture qui est très profonde et qui aura un impact durable sur le positionnement de la Russie dans le monde. Hier, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes que l'hypothèse d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, cette fois représentait, je cite, la principale menace pesant contre la Russie. Est-ce qu'une intégration à l'Ukraine à l'Union européenne d'une part ou à l'OTAN d'autre part est perçue, Anne de Tinguy, à Moscou depuis la chute de l'Empire soviétique comme une menace à la fois géopolitique mais aussi un danger pour la préservation de son modèle ? Le modèle russe.
Oui, bien sûr, mais le gros problème en réalité pour la Russie, c'est non seulement d'avoir perdu l'Ukraine, elle a tout fait pour perdre l'Ukraine, alors qu'elle pensait tout faire pour garder l'Ukraine. C'est là où est le paradoxe. La politique de M. Poutine à l'égard de l'Ukraine a toujours, et depuis qu'il est au pouvoir, a toujours été absolument surréaliste. Et donc, l'Ukraine a, dès son indépendance en 91, a affirmé sa volonté d'aller vers l'Europe, ce qu'elle appelait le retour vers l'Europe, et de s'engager vers l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, pendant longtemps, en ce qui concerne les pays d'Europe centrale et orientale, n'a pas représenté aux yeux des Russes une véritable menace. Elle ne l'a pas analysé de cette façon-là. Dans le cas de l'Ukraine et d'autres pays de l'ancienne Union soviétique, notamment la Moldavie et la Géorgie, la Russie y est très opposée parce que ça veut dire que une Ukraine et une Moldavie qui seraient engagées dans des réformes soutenues par l'Union européenne qui permettrait à ces pays de devenir membres de l'Union européenne, mais vous vous rendez compte, c'est un modèle de société concurrent de celui de la Russie, complètement différent de celui de la Russie, et qui représenterait un formidable pôle d'attraction. Et donc là, il y a véritablement un choix de société de la part de l'Ukraine qui est très important et qui représente une véritable menace pour le système autocratique russe. Donc là, il y a un point qui est très important. La question de l'OTAN est différente, puisque nous le savons tous, l'OTAN... Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'insistance de la Russie depuis des années concernant l'élargissement à l'est de l'OTAN, en réalité... c'est pas le point le plus important pour la Russie, parce que très franchement, l'OTAN n'a jamais représenté une véritable menace, ni une menace tout court pour la Russie. Mais nous savons que cet élargissement et l'entrée de l'Ukraine éventuellement dans l'OTAN a toujours été très critiqué par la Russie, que ça a été un point qui a encore été évoqué par la Russie quelques semaines avant sa décision d'envahir l'Ukraine. Donc, pourquoi est-ce que M. Peskov revient sur cette question de l'OTAN maintenant ? Je ne sais pas, parce qu'en réalité, les discussions qui portent actuellement sur les contours des bases de la paix ne vont pas principalement dans le sens d'une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, mais dans le sens de la définition de garanties de sécurité qui finalement aboutirait au même résultat que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, mais dont les formes seraient un peu différentes. Anne de Tinguy, vous lisiez tout à l'heure, la question des sanctions est au cœur du débat public, avec en particulier des interrogations sur l'approvisionnement énergétique des Européens. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qu'il en est côté russe, en particulier en ce qui concerne les nouvelles technologies. Écoutons ensemble à ce propos François Hollande, c'était hier mercredi au micro de nos confrères de LCI. Alors premièrement, est-ce que les sanctions que nous infligeons à la Russie, et qui nous coûtent, parce que nous avons des prix plus élevés que nous les aurions sans les sanctions, est-ce que ces sanctions sont efficaces ? Oui. Elles pénalisent considérablement l'économie russe qui ne peut plus s'approvisionner en technologies nouvelles, et les difficultés qu'a aujourd'hui Vladimir Poutine avec son armée tiennent pour partie au fait qu'il manque d'approvisionnement lié précisément aux sanctions. Deuxièmement, est-ce que si nous levions les sanctions, la paix reviendrait? Pas du tout, au contraire. Vladimir Poutine, il n'est pas là simplement pour conquérir une toute petite partie de l'Ukraine. Il veut aller jusqu'au bout. Donc pour le faire céder, il y a à la fois l'action militaire, celle des Ukrainiens, et l'action, la nôtre, de soutien, y compris en fournissant des armes et en fournissant de l'aide financière, mais aussi en infligeant des sanctions à Vladimir Poutine. Anne de Tinguy, on sait que les semi-conducteurs qui sont utilisés en masse dans l'industrie militaire russe manquent actuellement aux forces russes sur le terrain du fait de l'embargo occidental. Plusieurs grandes firmes tech par ailleurs comme Yandex connaissent également depuis la fin du mois de février de grandes difficultés du fait des sanctions et de la fermeture de certains marchés. Quelles conséquences à court et à moyen terme cette guerre peut-elle avoir sur l'affirmation de la puissance tech russe ?
mais des conséquences considérables. Et donc, sur le point que nous évoquons, je suis complètement d'accord avec tout ce que M. Hollande vient de dire, ce qui me permet d'abord de souligner que le discours que certains tiennent dans les pays européens sur les sanctions ne servent à rien, et c'est nous, Européens, qui finalement en supportons le poids, et non pas la Russie, contrairement à ce qui a été décidé, ça correspond à la propagande russe à 100%. Ce sont les Russes qui disent ça. Monsieur Poutine passe son temps à dire que les sanctions ne servent à rien et qu'elles ne sont négatives que pour les pays occidentaux. Mais c'est complètement faux. Il y a une excellente analyse qui vient d'être publiée par l'université de Yale et d'autres, mais enfin, je viens de lire celle-là, oui. Qui le montre très, très clairement dans tous les domaines, à la fois pour la population russe, pour le niveau technologique de la Russie, dans tous les domaines. En réalité, ces sanctions ont des effets qui sont terribles pour l'économie russe qui est en récession. Rappelons que le niveau technologique de la Russie, il y avait un retard technologique de la Russie bien antérieur à la guerre en Ukraine, et donc ce retard technologique, la guerre ne peut que l'aggraver. Une dernière question, Anne de Tinguy. En matière tech, les Russes se sont tournés vers la Chine, notamment en matière de systèmes, en approvisionnement de systèmes d'exploitation dans la téléphonie. Plus globalement, Moscou cherche depuis plusieurs mois le soutien de Pékin, soutien relativement modéré jusque-là. Vladimir Poutine a rencontré aujourd'hui son homologue chinois Xi Jinping en Ouzbékistan, à Samarcande précisément. Les deux dirigeants participent au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils doivent s'entretenir sur l'Ukraine et Taïwan. Est-ce qu'une alliance est envisageable entre les deux capitales rivales de Washington, au-delà de certaines convergences évidentes entre les deux? Non. Je le dis carrément, le terme d'alliance ne convient pas. C'est un partenariat privilégié, mais c'est un partenariat privilégié qui n'est pas aussi positif pour la Russie que M. Poutine le souhaiterait. M. Poutine est aux abois. Il cherche des partenariats partout dans le monde, avec un certain succès en dehors du monde occidental, il faut le souligner, avec un certain succès auprès de pays comme l'Inde et surtout la Chine. La Chine est pour la Russie de M. Poutine aujourd'hui un pays extrêmement important, mais la Chine, vous l'avez très bien dit, apporte à la Russie une aide qui est une aide modérée, pour autant qu'on sache, une aide dans le domaine économique, une aide qui, pour autant qu'on sache, n'existe pas dans le domaine militaire. Et donc, il n'est pas question d'une alliance, mais d'un partenariat qui est déjà très important pour la Russie, mais que la Russie ne s'y trompe pas dans ce partenariat qui est très inégal. Elle est le partenaire junior de la Chine. Et ce partenariat se définit non pas aux conditions de la Russie, mais aux conditions de la Chine, ce qui, là aussi, pour l'avenir de la Russie, est un point qui est très incertain. On va clore cette première partie avec, comme c'est la tradition dans cette émission, de la musique. On écoute la symphonie numéro 2 de Piotr Ilyich Tchaïkovski, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé à l'époque par Leonard Bernstein. Une symphonie numéro 2 qui a pour titre « Petite Russie », le surnom que les Russes donnaient à l'Ukraine lorsqu'elle appartenait à l'Empire des Tsars. Anne de Tinguy, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Géopolitique Le Mag. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. C'est paru aux éditions Perrin. À bientôt sur Radio J.